Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu algorithmique et on va présenter un algorithme de path-finding assez utilisé qui s'appelle l'algorithme ASTAR. Alors, qu'est-ce que c'est déjà du path-finding? C'est un type d'algorithme, alors il en existe plein des algorithmes de path-finding, c'est un type d'algorithme qui permet de trouver un chemin idéal en fonction des cas. Astar, c'est un des algorithmes de path-finding les plus utilisés, parce qu'il est très performant, notamment pour tout ce qui est calcul d'itinéraire, ou également dans les jeux vidéo, quand vous êtes sur un jeu vidéo, vous avez votre personnage, vous cliquez quelque part sur l'écran, et le personnage va se déplacer jusqu'à ce point, en évitant éventuellement des obstacles, ou si vous avez cliqué dans une pièce de l'autre côté, il va passer par la porte, parce que c'est le chemin optimal. Donc, comment sont gérés ces calculs? Quand on joue à un jeu vidéo, il faut faire beaucoup de path-finding très rapidement. Donc, c'est un algorithme qui a l'avantage d'être très rapide. Euh, et c'est un des plus efficaces, du coup, pour obtenir un chemin optimal. Alors, pas forcément le meilleur chemin, mais rapidement un chemin optimal. Il a une limitation, c'est pour qu'il fonctionne convenablement, il faut qu'on connaisse bien entendu le point de départ, mais également le point d'arrivée. Il y a des algorithmes qui vont être très bons pour trouver un point d'arrivée, par exemple pour résoudre un labyrinthe, sans connaître forcément le point d'arrivée jusqu'à le rencontrer. Donc Astar ne va pas être très efficace dans la résolution de labyrinthe si on ne connaît pas la sortie. Voilà, juste les petites limitations pour savoir l'utiliser à bon escient. Et il y a plein de variantes qui existent plus ou moins optimisées. On ne va pas rentrer dans trop de détails, je vais juste essayer de vous expliquer les grands principes. Et ici, j'ai un petit exemple interactif qui va permettre de mieux comprendre. Donc, le principe, c'est d'aller d'un point de départ start, ici en vert, jusqu'à un point en turquoise ici, qui est le end. Et on se trouve sur une grille. Donc le start et le end pourrait se trouver n'importe où. Et on peut éventuellement avoir, ici c'est des blocs qui sont noirs, des obstacles. Donc intuitivement, quand on nous dit quel est le meilleur chemin là, bon, on voit que par exemple ici, ça va être ça. On peut se dire ça. Comment on fait ça? En fait, instinctivement, le meilleur chemin, ça va être un mix entre la distance qu'on a déjà parcourue et la distance qui nous reste à parcourir. Donc par exemple, ici, la distance qui nous reste à parcourir, on voit que la case la plus proche de n, instinctivement, ça va être celle-ci. Et là, on va vite voir qu'on va peut-être bloquer. Donc, si on se trouve ici, on voit que là, il n'y a pas beaucoup de distance et on n'a pas parcouru beaucoup de distance. Donc, c'est peut-être pas mal de prendre ce chemin-là. Donc, en fait, l'algorithme, il va se baser sur ces deux points. La distance qu'on a déjà parcourue depuis le départ, la distance qu'il nous reste à parcourir. Donc, la distance déjà parcourue, ça va être appelé G. Dans l'algorithme, c'est appelé comme ça. La distance qui reste à parcourir, ça va plutôt être H. Et on va faire la somme de ces deux qui va donner le score F qui va permettre de sélectionner quelle est la prochaine tuile la plus intéressante à utiliser. Donc ensuite, je vais rentrer un peu plus dans le détail, d'étape par étape, de cet algorithme. Donc on démarre de start et on va récupérer les tuiles qui sont adjacentes. Dans ces tuiles adjacentes, on va calculer la distance de la tuile en cours. Donc ici c'est start pour le premier tour. Donc la distance entre cette tuile et toutes les tuiles adjacentes. Et par commodité, cette distance, on va la multiplier par 10 et on l'arrondit. Donc comment on calcule une distance? Une distance entre un point A et un point B, ça va être tout simplement un petit peu de théorème de Pythagore, rien de bien méchant. Mais entre A et B ici, la distance, c'est la longueur de l'hypoténuse. Donc on va calculer la distance ici entre A et B. Donc là c'est y de A moins y de B. Ici c'est x de A moins x de B. Donc la somme des carrés de la somme de ces deux valeurs, c'est égal au carré de l'hypoténuse. Donc là on a la petite formule. Ici si on est distant de 3, on va faire 3 au carré 9. Ici 1 au carré 1. Racine carrée de 10, on obtient 3,16. Et là je vous disais, par commodité, plutôt que d'utiliser 3,16 et il n'y a pas vraiment de fin aux virgules, on va plutôt multiplier par 10, c'est plus simple à gérer, on n'a pas de virgule, on obtient, et on l'arrondit, on obtient 32. Donc la distance, là, ça serait 32 par exemple.
Donc, on va ensuite pouvoir calculer la distance. Une fois qu'on a calculé tous les distances G, on va calculer les distances H. Les distances H, c'est la distance entre la tuile en cours et end. Et on va donc du coup avoir une distance pour chacune. On voit que la tuile end, elle est plus en bas à droite, hein, comme ici. Hein. Donc on voit que ici la distance H, elle est plus grande. Si je vous montre ici en live ce que ça donne, j'enlève un peu ce qui est parasite, on voit ici on a la distance G, bah, c'était 14 parce que c'est une diagonale, ici G c'était 10 parce que c'était directement adjacent, et ici la distance H c'est 50, alors qu'ici la distance H c'est 22 parce qu'elle est beaucoup plus proche. Et donc on va faire ce calcul à chaque fois, et on va faire la somme de G et de H et on obtient F. Et pour chacune de ces cases adjacentes, une fois qu'on a calculé ça, on enregistre aussi quelle était la tuile parente. On va savoir qu'on venait de quelle tuile. Donc ça va nous servir à la fin. Et donc ici, on enregistre pour chacune que la tuile parente, bah, c'était celle-ci qui est en position 1,1. Donc là, on voit ici qu'on enregistre aussi que c'était position 1,1. Là, ce que j'ai mis là, c'est la position actuelle, juste pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc, on obtient bien ça, ces tuiles parentes qui sont enregistrées, et on va regarder quelle est la case qui, actuellement, dans celles qui sont en verte, donc celles qui sont en verte, c'est ce qu'on a mis dans une liste qu'on appelle la liste ouverte, on va uniquement regarder celle-ci, c'est les tuiles en cours, quelle est celle qui a le F le plus petit? Et bah, du coup, ça se retrouve à celle-ci qui est 36. Et donc, on va se positionner sur celle-ci. L'ancienne tuile en cours, donc là c'est start, mais l'ancienne tuile en cours, elle rentre dans une liste qu'on appelle fermée. Et elle sort de la liste courante et elle rentre dans la liste fermée. Et du coup, on reprend l'algorithme. Donc on repart cette fois-ci de la nouvelle case. Hop, on va regarder les cases qui sont autour. On va calculer le nouveau G autour. Et on voit, attention, j'ai peut-être pas bien précisé, G, je l'ai dit au départ, mais c'est la distance entre la case actuelle et la case adjacente, mais en cumulatif depuis start. Donc ici, on voit bien que la distance entre ces deux, c'est juste de 10. Et donc, vu qu'ici, on avait 14, 14 plus 10, on a 24. Par contre, H, c'est toujours la distance par rapport à N. Et on fait la somme de tout ça. Et on obtient des nouveaux F. Et on recommence, on recommence, on recommence, jusqu'à atteindre N. Alors, pour calculer ces tuiles adjacentes, à chaque fois, il y a des petites particularités. On peut varier la façon dont on va récupérer ces tuiles. Là, par exemple, je suis parti du principe que je récupérais toutes les tuiles, même les diagonales. Mais on pourrait se dire, très bien, que on ne permet pas un mouvement diagonal, et du coup, on récupérerait que les tuiles adjacentes nord, sud, est, ouest. De temps en temps, il va y avoir aussi des murs. Hop, là, je peux placer des murs, par exemple. Donc là, on voit qu'ici, les tuiles adjacentes, c'est uniquement celles qui n'ont pas de mur. Donc les tuiles qui sont traversables. Dans un jeu vidéo, on pourrait imaginer des murs, un plan d'eau, des choses qui, on va se dire, ici, non, on ne peut pas passer. Donc on les ignore. Et également, dans les jeux vidéo, par exemple, c'est beaucoup utilisé des cartes qui ne sont pas des tuiles carrées, mais des tuiles hexagonales. L'avantage d'une tuile hexagonale, c'est exactement le même principe, sauf que vous voyez qu'ici, on va récupérer 6 tuiles autour et elles auront toutes la même distance. On n'est plus sur ce biais de la diagonale qui a une distance de 14 et l'adjacente qui a une distance de 10 qui est à prendre aussi en compte. Et donc ici, on va pouvoir récupérer toutes les tuiles adjacentes. C'est une autre façon de faire, qui a des avantages, des inconvénients, mais juste l'algorithme est exactement le même. C'est juste quelle tuile adjacente je vais récupérer qui change. Donc, on continue. Tant qu'on a vu ça, un autre cas particulier, c'est on peut rencontrer un cul-de-sac. On va avancer, on voit ici, c'est le cas ici, je suis arrivé là, c'était ma tuile la plus intéressante. La suivante, potentiellement la plus intéressante, ça aurait été celle-ci. Or, ici, c'est pas possible, j'ai peut-être plus de possibilités, je suis déjà passé sur toutes les autres cases, je vais prendre le F suivant et je repars du F le plus petit dans tous les cas.
des fois, il peut arriver qu'on soit déjà passé près d'une case, on ait déjà calculé un f. Ensuite, on repart d'un nouveau, parce qu'on est tombé dans un cul-de-sac, on repart d'un autre f plus petit et on va récupérer une tuile adjacente qui était déjà calculée. Si le nouveau f par rapport à la nouvelle tuile parente est plus faible, dans ces cas-là, on va mettre à jour le score de f et on va changer le parent pour dire attention, bah, le nouveau chemin le plus court, c'est en passant par telle autre tuile. Il faut bien penser à ça. Et on continue, on continue, on continue, jusqu'à atteindre end. Et quand on atteint end, on atteint le chemin optimal. Dans ces cas-là, on va reprendre, puisqu'on les a enregistrées, toutes les tuiles parentes pour revenir jusqu'à start. Et là, ici, je les ai mis en bleu clair. On reforme le chemin, tout simplement. Donc, je peux vous refaire rapidement un autre exemple. Ici, on va par exemple prendre le cas où on ne prend pas les diagonales. Donc là, je l'ai pris en compte, moi, dans mon code. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, comment implémenter l'algorithme. Ici, je ne prends plus en compte les diagonales. Donc si je fais next, on voit que je ne prends pas la diagonale. Je peux rajouter des murs. Bon, je peux le faire à la volée. Hop, comme ça. Je vais mettre des murs un peu partout. Le prochain coup, on regarde les tuiles autour. Le nouveau f le plus court, c'est 42. Hop, on regarde les tuiles autour. Le nouveau plus court, c'est 50. Je continue. Ah, le nouveau, c'est 52. Donc lui, il repart de là. Il regarde autour. Ah, celle-ci, elle devient 70. Donc, on ne va pas la regarder. Par contre, celle-ci a 55. Hop, on regarde. Ok, ça donne rien. Du coup, on va partir sur celle qui a 56. Hop, ensuite, c'est celle-ci, etc., etc. Donc, il analyse tout. Et à un moment donné, il voit il est tombé dans un cul-de-sac, il n'y avait plus d'autres possibilités. Bah, il repasse à celle-ci, qui est la nouvelle plus faible. Et il va reprendre finalement ce que nous, on voit tout de suite, qui est le bon chemin. Et on continue, on continue, on continue. Et là, il est là, ici. Et il arrive on voit que la nouvelle case qu'il a sélectionnée comme ayant le F minimum, bah finalement c'était end. Et dans ces cas-là, on remonte tous les parents. Donc on voit ici le parent c'est 4,4, ici le parent c'est 3,4, ici c'est 2,4. Et comme ça, on peut reconstruire le chemin et obtenir notre chemin optimal. Voilà, j'espère que mon explication a été assez claire. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ce n'était pas le cas. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où justement, on va voir comment on peut s'amuser à coder ce qui est fait ici, l'algorithme A*. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.